Impressionnante vue depuis la tour de l'hospice du col du Petit Saint-Bernard. Derrière moi l'Italie, par ici la Haute-Tarentaise. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle échappée vélo vert en Haute-Tarentaise. Nous sommes en Savoie bien sûr. Nous allons passer une petite semaine à découvrir le territoire VTT. Nouveau circuit électrique qui va nous faire progresser tout au long de la vallée, bike park, parcours enduro, sentiers familiaux également. On va se régaler dans des paysages absolument sublimes et majestueux. Bourg-Saint-Maurice, Les Arcs, Sainte-Foy, La Rosière, Tignes, Val d'Isère. Des noms évocateurs qui nous promettent évidemment le meilleur. À vélo d'abord, mais pas seulement, vous le savez très bien. On lance un petit sommaire et on se retrouve sur le vélo. A tout de suite. Nous allons progresser le long de la vallée de la Haute-Tarentaise, en suivant notamment la Fario, ce nouveau circuit découverte électrique. Au fil de notre progression, nous roulerons sur les plus beaux sentiers et sur certaines des meilleures pistes en bike park. Nous découvrirons l'offre VTT de la vallée, mais aussi son patrimoine. Filature traditionnelle, fromagerie reculée, col mythique fort chargé d'histoire, architecture réputée et classée. La semaine va être dense et je la commence au Chapieux, sur la commune de Bourg-Saint-Maurice, avec Fred Orny, une très bonne connaissance. Déjà, c'est un plaisir de t'accueillir à la maison, parce qu'on ne s'est jamais vu à la maison à Bourg-Saint-Maurice. C'est vrai. Là, on se retrouve aussi des Chapieux, qui est un lieu mythique de la commune. Moi, en dehors de faire du vélo, je suis chargé de mission au développement de l'outdoor, donc tous les sports qui ne se font pas dans une salle, et notamment le VTT. C'est le plus gros sport de mon boulot, où j'organise à la fois la conciliation des usages entre tout le monde et en même temps j'encourage le développement de tous ces sports, des plus jeunes aux plus anciens. Et je vais vous faire découvrir un peu tout ça, à la fois la création des chemins, comment on organise cette cohabitation, et on va commencer tout de suite par la découverte de la bergerie de la FIA. Et ouais, on va aller à la tu m'en as rencontre parlé. de Mathieu. Donc, qui vient de s'installer il y a quelques années ici. Donc qui est là au Chapieux alors? Qui est au Chapieux, ouais. D'accord. Tout à fait, voilà, avec les bêtes sur place. Donc on commence par ça, et puis ensuite, comment tu vas m'emmener jusqu'à Bourg? Après, ça nous tenait à cœur de vous montrer un chemin qu'on a réouvert avec la commune. Donc c'est un chemin qui existait depuis très longtemps, qui est le chemin historique du facteur, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la route qui monte sur cette route qui va jusqu'au Cormet de Roseland, il n'y avait que ce chemin. Et c'était un chemin utilisé effectivement par le facteur. Et nos services sont tenus à rouvrir ce sentier il y a 2-3 ans de ça. Donc c'est cool parce que c'est un chemin plus un vrai sentier comme on entend de montagne. Et qui nous ramène jusqu'à Bourg-Saint-Maurice en bas. Donc c'est une longue descente dans la vallée. Quand tu dis longue descente, c'est quoi? À quel format? C'est une heure de descente à peu près. Et on a 330 km de sentiers partagés sur la commune. Donc il y a de quoi faire. Voilà. Et ce site des Chapieux là, c'est assez mythique pour nous parce qu'il y a le Cormet de Roseland d'un côté. Et de l'autre côté, il y a l'Aigu des Glaciers, le plus haut point de Bourg-Saint-Maurice, à 3816 mètres. Derrière le Mont Blanc et le col de la Seigne, on bascule directement chez nos amis italiens à Courmayeur. Donc là, on est très proche de la frontière italienne. Ça, Mais l'endroit est très scénique, hein, c'est magnifique. Très naturel encore, bercé dans son écrin. Et on tient à le garder comme ça. Salut! Bonjour! Bonjour! Content d'être au Chapieux. Bienvenue au Chapieux, bienvenue chez nous. Thibaut? À la bergerie de la FIA, ça va? Ça va très bien. Bon. C'est joli, c'est bien installé ici, dis donc. Voilà, ça c'est notre bergerie où on passe les 4 mois d'été. 4 mois ici, d'accord. Du début juin jusqu'à début octobre. D'accord. Et puis on loge dessus, et puis il y a la salle de fabrication juste à côté. Ok, c'est en bas que tu produis du fromage du coup là. Voilà, c'est là-dessous où on produit. Et puis après, tout ce qu'il y a en face, qu'on va voir dans un petit moment quand ça va se lever, c'est où on pâture. T'as combien de bêtes? Il y a 180 brebis. D'accord. Tu dis on, ça veut dire que tu travailles avec... Je travaille avec ma femme. Avec madame, d'accord. Voilà. Bon là, elle est en arrêt parce qu'elle a accouché. Et du coup, on a une salariée. Mais sinon, on n'est que tous les deux sur l'exploitation. Ah ok. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est là. On a commencé en 2021. Avant, on travaillait tous les deux aux Arcs à la station. Ok. À l'année. Et puis, on faisait les deux. Et puis, on a vraiment arrêté à la station pour se consacrer qu'à l'élevage et puis à faire du fromage. Avant, on ne faisait pas de fromage. Qu'est-ce que tu fais comme fromage alors du coup? Alors, on va voir tout à l'heure, mais on fait de la tome, de brebis, du baratu. Donc ça, c'est un fromage persillé. Ok. Et des petits frais nature et des affinés. Ça te donne faim ça, je suis sûr. Puis les yaourts aussi maintenant. Depuis cette année, les yaourts et les crèmes dessert. Voilà. Est-ce qu'on peut voir comment tu travailles du coup? Bien sûr, déjà on va commencer, on va emmener les brebis en champ parce que il faut qu'elles aillent manger pendant qu'on fasse la fabrication. Très bien. Bon, on va te suivre. Allez. T'as vu s'ils sont gentils nos chiens de protection? Je vois ça.
Ils viendront toujours vous Habituellement, je suis pas renifler, rassuré. des fois ils peuvent arriver un peu rapidement parce que vous arrivez vite aussi. Mais en fait, ils viennent juste voir s'il y a un danger, puis après ils repartent. Mais si toi, t'étais pas là avec lui, ils pareil. auraient pas le même comportement. Pareil, Si, non, c'est vrai. pareil. Vous voyez, là, on va monter, on va les envoyer là au planet. Ouais. Et moi, les brebis, en principe, vers 9h, 9h30, elles redescendent toutes seules. Elles reviennent toutes seules. Ouais, elles Tu vas pas reviennent les toutes chercher. seules, non. D'accord. Et en fait, elles traversent là, elles traversent le camping. Il y a les 4 chiens de protection. Les gens, ils ont tous des chiens tenus ou pas tenus. Et en fait, on n'a pas de souci. Après, il peut y avoir des fois des gens qui ont des mauvaises réactions par peur. Et du coup, les chiens, ils pourraient mal réagir. Mais j'ai aucune inquiétude avec mes 4 chiens. Pour nous, c'est facile à dire parce que c'est nos chiens. Quand on voit arriver 4 molosses comme Ah, c'est ça, vrai que c'est impressionnant. c'est Ouais. impressionnant. Et t'as beau savoir comment Voilà. réagir des fois dans la panique ou dans le stress. Mais moi, souvent, ce que j'explique aux gens, c'est que je ne viendrais pas au Chapieux avec 4 chiens de protection s'ils étaient dangereux. C'est un site, c'est impossible de travailler avec des chiens dangereux. Bah oui, c'est vrai qu'il y a du monde à côté. Il y a du monde et puis on vit du tourisme. Enfin, les Oui. gens, ils viennent à la ferme acheter notre fromage. Ouais, évidemment. Alors voilà, eux, il faut qu'ils nous respectent et qu'ils respectent notre environnement, nos chiens, nos animaux, nos parcs, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais on a besoin d'eux, donc en fait, nous, on ne veut pas des chiens qui mangent les touristes, on veut des chiens qui protègent notre troupeau. Ah, ils sont disciplinés. Allez, là, c'est le cadeau. Ça, c'est beau. Et donc là, vous voyez, il y a des lacones, donc c'est une race ok. avéronaise. Et après, celles qui ont le nez noir et les cornes, c'est les taunes et marteaux. Non, taunes et marteaux. Donc ça, c'est la race de Savoie. Elle fait la moitié moins de lait que la lacone, mais c'est la race de chez nous. Donc notre objectif, c'est d'avoir 100% de taunes et marteaux dans les 5 à 10 ans. Ah ouais, D'accord. Ouais. c'est réellement un objectif. Ouais, on veut vraiment, enfin nous, c'est local jusqu'au bout, on va dire. Ouais. Maintenant, on va procéder au décaillage. Donc en fait, ce qui s'est Donc ça, c'est le lait du matin, on est Voilà, d'accord, hein. donc du matin et d'hier soir. À dire soir également. Voilà, donc on met les 2 traites. Traite, c'est quoi? À quelle heure les traites? Donc hier soir, on a trait à 4h30, ce matin à 5h. Le lait d'hier soir, il a refroidi au bassin. Ce matin, on l'a fait réchauffer. Après, une fois qu'il était à température, on l'a mélangé avec le lait du matin. Et du coup, maintenant, on va décailler. Et donc, c'est le lait qui s'est transformé comme un gros flan. Et donc là, vous voyez, on voit que ça a bien coagulé. Ah ouais, en effet. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu installes? C'est quoi ça? Du coup, ça, c'est le brasseur. Parce que pendant que le lait, il chauffe, et puis même après, pendant qu'on va dire, il travaille, il faut brasser le lait. Et comme ça, des fois, je brasse à la main, mais en moins, ça me permet de faire autre chose. J'imagine bien. Parce Tu que brasses pendant combien de temps? Enfin, la machine brasse pendant combien de temps? Là, ça va brasser à peu près une bonne demi-heure. Bon, Fred, faut tout finir avant de repartir rouler. Ouais. T'es d'accord, hein? C'est motivé. Toi, t'es plutôt sucré, salé? Bah, je suis plutôt salé. T'es plutôt salé? Ah ouais, je te laisse Fromage les yaourts si tu veux. Ah, super, merci. Merci beaucoup. Ah ouais, Alors, ah ouais. ça te parle? On est pas mal là. C'est mieux que les barres énergétiques, ça. On est d'accord, hein? On parle pas. Ah vache. Et ça, c'est la tome, donc c'est ce qu'on a fabriqué ce matin. Sauf que celle-là, on l'a fait au mois de mars. Mais là, vous manquez quelque chose. Hein. Attends, on l'a refait, j'ai le gros. Non, on peut la refaire des heures, hein, si tu veux. Merci beaucoup, Mathieu. Trop bien. Eh ben, merci à vous, j'espère Ouais, que ça plaisir. vous a plu. Merci pour l'accueil. Merci pour Et la dégustation puis- surtout. Ça t'a touché, hein? Ouais, ça va mieux, ouais. Et puis vous repassez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Allez, bonne balade. À bientôt. Merci. Ciao. On a un peu de chemin jusqu'à Bourg. Alors Fred, je sais qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur sur tout ce qui est cohabitation entre les différents utilisateurs de la montagne, de votre terrain de jeu. Ouais, carrément sur la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, on est très attaché à cette cohabitation, à encourager tous les sports, l'eau vive, le parapente, le VTT, le vélo de manière générale, mais pas à tout prix, pas au détriment d'autres utilisateurs, d'autres pratiquants. On peut se dire que le pastoralisme, l'agriculture, tu vois, il y a des personnes qui sont là depuis 200, 300 ans à cultiver des terres, et bien sûr on essaie de trouver des solutions au quotidien. Alors c'est pas toujours facile, des fois il faut taper du poing sur la table grâce à nos élus, mais on fait passer des messages de manière pédagogique et on organise aussi les pratiques pour que chacun se responsabilise et se rende compte qu'on est dans un milieu montagnard avec des gens qui sont autour de nous, quoi. Donc à la fois les touristes mais aussi les locaux qui vont utiliser les sentiers et là-dessus il y a plein de process à mettre en place, donc que ce soit la signalétique appliquée, des messages à faire passer, beaucoup de réunions, faire discuter tous les gens et organiser tout ça, et ça se fait dans le plaisir, dans la bienveillance, et c'est ça qui est vraiment important, ça D'accord. nous tient à cœur. Ouais.
Après 1 heure de descente et de petits plaisirs, la vue s'ouvre sur Bourg-Saint-Maurice. Fred va désormais m'amener sur l'autre versant, direction la station des Arcs. Ah, tu vois, c'est hyper pratique là parce que tu arrives en train, on est juste au-dessus de la gare. Tu sors de ton train, la passerelle elle arrive direct au Funis. Et avec le Funis, en 7 minutes, tu es aux Arcs en haut. Ah ouais, c'est pratique, ouais. Gare TGV ici. Hein. Gare TGV. Bien d'accord. Tout à fait, ouais. Ouais, avec des trains directs depuis Paris et même l'Angleterre depuis Ah ouais, Londres. bah, Donc ça c'est quand même un gros avantage, tu prends aucune route pour arriver jusqu'aux Arcs. ça simplifie les choses en effet. Ah bah oui, ok, on arrive là au Funis juste après. Exactement. D'accord. Il va se passer quelque chose de très important ici bientôt, Fred. Ouais, on est très heureux d'accueillir le Vélo Vert Festival les 12, 13 et 14 juin. Nous aussi, on est très heureux. Ça fait plaisir, merci de toute la volonté que vous y mettez. Ben, je vais te laisser en parler si ça te dérange pas. Ouais, c'est plutôt c'est un honneur et un rêve pour nous d'accueillir le festival ici. On s'était engagé à d'abord produire et livrer des pistes, la boîte à outils quoi, en quelque sorte, Ouais. et après accueillir le festival, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc on est hyper content d'avoir cet événement qui à la fois permet de rassembler les pilotes, j'ai envie de dire élitistes, et puis les familles. Et les le familles, grand public, évidemment, quoi. c'est Voilà, super important La pour grande nous. fête du vélo de manière générale. C'est vraiment ça qui nous tenait à cœur, quoi. Nous, on n'est pas spécialisés dans une seule discipline du vélo, mais vraiment d'accueillir tout le monde, c'est vraiment le maître mot. Et je pense que le Vélo Vert Festival, c'est ce qui représente le mieux tout ça, toutes ces valeurs-là. Et aussi un activateur du tissu local, que plusieurs assos de milieux très différents, sur le prétexte du vélo, parce qu'au final, le vélo devient un prétexte, Ouais. arrivent à travailler ensemble, en tout cas à collaborer pour faire une belle fête ensemble de la ville, le Bourg-Saint-Maurice, les Arcs, et de toute la vallée, la Haute-Tarentaise, sur un projet commun, quoi. Ouais. Bah écoute, nous on est ravis et très fiers de prendre nos quartiers ici. D'ailleurs, là on voit le parking qui est derrière nous, c'est là que sera posé le grand salon C'est ça. du Vélo Vert Festival. Tout le salon sera ici et ce sera une grande fête un peu partout en ville et dans la station. Alors rappelle-moi la date. 12, 13 et 14 juin. Super important, on compte sur vous, soyez là. La station des Arcs est reconnue pour son architecture classée et novatrice. Alors pour en parler, nous rejoignons maintenant Jean-Marie au fameux chalet pointu. Salut Jean-Marie. Salut. Merci de nous accueillir. Ah non. Bonjour, Bonjour. Thibaut, Jean-Marie Chevronnet. enchanté. Fred m'a parlé de toi. Et ben de l'architecture De peut-être l'architecture, exactement. Il m'a aussi. dit, c'est bien que tu rencontres Jean-Marie pour parler un peu de l'architecture assez spécifique à la station des Arcs. Ouais. On se retrouve au milieu de beaux chalets. Oui, Les c'est fameux des chalets pointus, des c'est ça? chalets pointus, oui. Des chalets qui ont été construits à partir des années 60, 69, 70. Dans D'accord. un petit quartier qui s'appelle Ouais. le quartier des chalets pointus. Et on peut se mettre sur la terrasse derrière pour Bah, peut-être en allons-y. parler. Bah ouais, on est Allez, bien en plus au soleil comme ça. c'est ça. C'est très On y va. sympathique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont souvent côte à côte, mais il n'y a pas de vis-à-vis. C'est-à-dire que finalement, bah là, on est sur la terrasse de la cuisine, mais si on est là et potentiellement on voit le voisin, mais en revanche, on est sur la grande terrasse. On a la depuis les nature. deux balcons, effectivement, On tu a ne la vois nature. que la montagne On a la derrière. nature. Ouais. Et puis en hiver, il y a la piste de ski qui passe ici, ce qui permet de D'accord. desservir directement tous les chalets. Alors ces chalets, ils avaient une contrainte. Ils sont hyper intéressants quelque part, ils sont un peu seuls, mais on y accède en voiture qu'à la belle saison. C'est-à-dire Ah, en oui, oui. hiver, Ouais. on peut pas venir en voiture. C'est la raison pour laquelle c'était pas de la résidence touristique, mais plutôt de la résidence pour des propriétaires qui habitaient là à l'année. Bon, pour autant, il y en a beaucoup qui sont mis en location, j'imagine. Aujourd'hui, oui. désormais. Aujourd'hui, Ouais. oui, parce que ça a changé un peu d'usage. Et d'ailleurs, il y a encore des personnes qui vivent ici à l'année, dans leur chalet? Oui. D'accord. Juste en bas, il y en a, sur les 25 chalets, il y en a encore 5 qui sont habités à l'année. Et du coup, bah, ça fait partie du grand ensemble des Arcs, qui est labellisé architecture contemporaine remarquable. Et ce qui est intéressant aux Arcs, c'est qu'on a des architectes différents qui vont travailler. Et là, en fait, l'architecte qui a imaginé ces chalets n'était pas architecte, il était charpentier. Ah Et ouais. on voit bien ici le travail un peu de cabane, le côté un peu particulier Ouais. finalement, où on a une toiture qui fait pratiquement tout. Et là, on invente quelque chose qui n'existe pas vraiment ailleurs, c'est la toiture façade. Ouais, puis comme tu le dis, l'architecture des Arcs, c'est effectivement ces chalets pointus, mais c'est aussi les bâtiments principaux de la station. Exactement. Ici, on a un collectif d'architectes qui va travailler. Charlotte Perriand, elle arrive, donc il commence le projet. C'est assez long à mettre en place, parce qu'il y a grosso modo 7-8 ans d'études préparatoires. On va étudier les sols, l'ensoleillement, l'eau, et puis finalement où on va installer le bâtiment. Et le principe qui a été retenu, c'est on va faire des gros bâtiments qui libèrent la nature. D'accord. Perriand a une formule assez intéressante, elle va dire ces bâtiments à l'analyse sont un peu imposants,
mais laisse la nature libre autour. Et aujourd'hui, quand on parle beaucoup d'environnement, de préservation de la nature, mais finalement, dans les années 60, quand on a pu construire ça, on était aussi dans ces réflexions-là. Donc le premier bâtiment de la station, c'est quelle année? C'est 1968. D'accord. Et là, dans ces chalets, on est dans les années 69-70. C'est-à-dire les premiers étés, on construit ces chalets. Et on a surtout des visions différentes d'architectes. Ce qui rend finalement les bâtiments hyper intéressants au niveau de l'histoire de l'architecture, mais en même temps une certaine uniformité, mais pas que, avec des différences les uns et les autres. La capacité en lits, les arcs 1600, c'est quoi? C'est grosso modo 4000 lits, ce qui était plus ou moins le gabarit de départ. Ouais, du coup, tu me parles d'architecture contemporaine remarquable, c'est quoi le principe en fait? Qu'est-ce que Eh bien, c'est un label qui a été créé par le ministère de la Culture en 1999. Quand on passe du XXe siècle au XXIe siècle, on se dit qu'est-ce qu'on va garder du XXe siècle? Et donc on crée ce label qui est une reconnaissance de l'architecture. Ouais. Et donc ici, en fait, on a une station qui est labellisée dans sa globalité. Parfois, dans certains endroits, on a un bâtiment ou un autre. Mais là, on a à la fois l'architecture et le plan d'urbanisme. Et donc le ministère de la Culture, finalement, aujourd'hui, nous aide, en tout cas, souhaite vraiment qu'il y ait une reconnaissance sur l'architecture. Et en tout cas, en montagne, il y a très peu d'ensembles comme ça qui sont aussi remarquables et qui racontent une histoire de l'architecture. Ouais, okay. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'architectes qui viennent, il y a beaucoup d'écoles d'architecture qui travaillent avec nous. Et on a en même temps toute une série de visites pour permettre de découvrir ce patrimoine remarquable. Ah, tu organises toi-même donc des visites Ouais. Pour du public? Oui, on fait des visites, on skie en hiver, on fait des visites peut-être à vélo d'ailleurs, ce qui serait vraiment chouette de les organiser. Il faut développer ça. Et puis, exactement. Et puis, par contre, on a des visites photographiques. On pose un regard sur ces façades parce que ces façades, elles reflètent aussi la nature. En fait, on a ces grandes façades vitrées parce que finalement, elles disparaissent quand il y a la nature qui finalement se reflète dedans. Bon, Jean-Marie, un grand merci. Je crois savoir qu'on va se revoir très vite d'ailleurs. Oui, on va se revoir. Je vous en dis pas plus. Nous, on va continuer à rouler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on se dit à très vite. Au revoir, à tout bientôt. vite. Au revoir. Bye. Et voilà, on est en bas de cette piste la vitre. Qu'est-ce que t'en as pensé, Tim? Ouais, c'est génial. Alors déjà, elle est belle, elle est vraiment magnifique, visuellement, surtout au début, c'est somptueux. Et puis non, ce qui est bien avec cette piste, qui est une ancienne piste de DH, c'est donc ça. Ouais, c'est ça. Tu peux envoyer du gros pour si t'as envie, puis tu peux y aller aussi tranquillement. Et malgré tout, tu te fais plaisir parce qu'elle est tellement super bien chevée que c'est un plaisir de A à Z. Trop bien. Mais tu vois, on arrive au pied du Funi, là où dans peu de temps, on aura le salon Et du ouais. festival. Ouais, merci Fred, moi je continue mon périple en Haute-Tarentaise. Je te dis à très Avec vite sur le plaisir. festival. Amuse-toi bien. À plus. Ciao, ciao, à la prochaine, à bientôt. Ce matin, c'est du côté de C que je commence la journée. Et avant d'aller rejoindre mon nouveau guide, je m'arrête à la très réputée Filature Harpin. T'es prêt à visiter la filature? Ah bah ouais, tu m'en as tellement parlé. Bah oui. Ah, c'est joli, c'est joli. C'est Maison historique et réputée alors du coup. C'est une des plus anciennes filatures françaises en activité. Alors c'est pas un musée, c'est vraiment une filature. Donc les vieilles machines que je vois ici servent encore pour la production. Absolument, ouais. 1817, la création De la marque? de l'entreprise. De l'entreprise, d'accord. Avec des frères, qui sont deux frères qui s'appellent les frères Harpin. Donc c'est le nom de la famille alors. Ouais, Harpin. absolument. Ouais, ok. Ouais, il y a une ferme à côté, ils étaient 5 en famille. Et ils ne pouvaient pas tous être sur l'activité agricole. Les deux frères ont fondé cette filature. Donc là aujourd'hui la production est destinée à quoi? Alors aujourd'hui, on a deux productions, on suit le fil de la laine. On a la production du fil et on produit du tissu. Et on a la tradition, en tout cas, de deux types de tissus, la couverture et le drap de laine, qui ne sont pas forcément pour les mêmes activités. Le drap de laine, c'est vraiment pour s'habiller, et ça, c'est un drap historique, qu'on appelle le drap de Bonneval, et qui a été un drap qui a toujours été utilisé, notamment pour la première expédition au Groenland. Ah oui. On a utilisé le drap d'ici. D'accord. On a fait des tentes pour l'armée, et puis aujourd'hui, on s'en sert aussi pour de la déco, on a vraiment fait évoluer la production. Et pendant longtemps aussi, comme on était sur le passage, on utilisait la couverture muletière pour mettre sur les bas des mulets. D'accord. Du coup Harpin produit, si j'ai bien compris, ses propres produits.
Oui. mais fournit aussi des maisons prestigieuses. Oui, alors Ouais. il y a certaines commandes, des maisons prestigieuses. Il y a aussi, en fait, ici on fait deux types de choses, hein, du fil et de la couverture et du tissu. Ouais. Et donc du coup on a différentes productions et on va dire différentes commandes. Et la particularité surtout, c'est de fabriquer du fil sur des machines qui sont classées monuments historiques, du tissu moderne. Ce qui fait qu'en fait la filature, elle a aussi quelque chose de particulier, c'est qu'elle fait le grand écart entre la tradition sur la fabrication du fil sur des métiers monuments historiques, Ouais. et puis on a des métiers à commande numérique. D'accord. Et la laine vient d'où alors? La laine, elle vient d'ici, elle vient des éleveurs de Savoie. On va aller voir Oh, c'est le là que vous dé- stockez la laine, manifestement. on va avoir le début de la transformation de la laine. Ah ouais, Et là, joli on va stock. avoir le début de la transformation de la laine avec de la matière brute qu'on va faire passer dans une des premières machines. On parlait tout à l'heure des anciennes machines au rez-de-chaussée, mais 1865, c'est la toute première. Celle-là, c'est la plus ancienne Ouais, qu'on de peut trouver l'atelier. ici. En tout cas, de l'atelier en fonctionnement. Ouais, ouais. Donc c'est la batteuse. La batteuse, elle va permettre d'ouvrir la laine, puisque en fait la finalité, c'est de transformer la laine en fil. Ouais. Et les fibres sont dans tous les sens. Et donc il va falloir, ok. il va falloir l'ouvrir pour pouvoir la carder et ensuite la filer. D'accord. Voilà. Et Aurore, là, elle est en train de faire un petit matelas, puisque la laine est sortie de la batteuse. Et là, on va faire ce qu'on appelle l'enzymage, c'est-à-dire qu'on va réhydrater la laine. Donc on fait un petit matelas Ouais. d'environ 1 mètre, 1,50 m de hauteur. Et tous les 30 cm, on va réhydrater la laine avec un mélange d'eau et de l'huile minérale pour Ouais, d'accord. permettre à la laine de reprendre, de se réhydrater Entendu. et d'ouvrir les fibres de la laine pour pouvoir la transformer en fil. Vous avez envie de plonger dedans. Bah, celle-là, elle est immense. Celle-là, elle est immense, c'est une machine qui permet de filer la laine. Le T'as combien de bobines? On a 160 bobines sur la longueur et on a environ 1 km par bobine, ce qui fait qu'on Ah ouais. fait 160 km en peu de temps. D'accord. Et donc là, il faut une vigilance particulière pour éviter, par exemple, que deux fils s'accrochent et qu'éventuellement on ait un défaut dans le fil. Ah ouais, d'accord. Parce que ça veut dire que si on a un défaut dans le fil, on a un défaut dans le tissu. Donc faut être constamment à côté quand Ouais, elle tourne. Alors. absolument. Et ça, c'est un peu la particularité de ces machines qui finalement n'ont pas de capteur de défaut. C'est l'œil C'est et l'œil, c'est le l'expertise savoir-faire. humaine qui. C'est la raison pour laquelle on est entreprise du patrimoine vivant Ouais. ici et qu'il y a une transmission des savoir-faire, une transmission des savoirs, aussi une certaine maîtrise des machines parce qu'évidemment il faut les maîtriser pour pouvoir arriver à les faire Ah bah, fonctionner. j'imagine bien. Bon, du coup, Jean-Marie, il y a une activité qui n'est pas forcément constante, puisque la laine, vous la recevez pas toute l'année. La laine, on la reçoit au printemps et donc du coup l'atelier de filage, il fonctionne de Pâques à Toussaint. Ouais. Et ensuite on a de l'activité de tissage toute l'année avec le fil qu'on a fait à la belle saison. Ah d'accord, donc ça permet quand même d'être actif toute l'année. Ouais, absolument. Ok. Ouais, ok. Il y a une grosse partie d'activité de filage l'été, en tout cas à la belle saison, et puis ensuite le tissage a lieu tout l'hiver et toute l'année. Ouais, super. Très intéressant. Ça t'a plu? Ouais, Jean-Marie, merci beaucoup pour la Merci visite. beaucoup. Je vais rejoindre Maxime et À puis on bientôt. va continuer à rouler à vélo. Ouais. Retour sur le vélo, j'ai cette fois rendez-vous avec Maxime, c'est lui qui va m'accompagner une bonne partie de la semaine. Ouais, Maxime. Salut Thibaut, Comment tu vas? ça va et toi? Bah ça va très bien. Ouais, bienvenue en Haute-Tarentaise. Bon bah c'est cool que tu sois là. On va rouler pas mal ensemble cette semaine. Alors on se connaît déjà évidemment, mais pour autant je préférais que tu te présentes pour celles et ceux qui nous écoutent. Maxime Gel, je suis co-gérant du bureau d'études Bike Solutions et j'habite ici depuis une grosse vingtaine d'années et ça me donne l'occasion de connaître vraiment bien les sentiers du coin et de pouvoir te les montrer. Là pendant ces quelques jours on va rouler ensemble et c'est vraiment cool. Ouais, puis dis-moi pourquoi tu es impliqué à ce point-là dans le tournage de ce reportage. Alors, parce que pour la communauté de communes de Haute-Tarentaise a lancé un projet d'étude sur la création d'un itinéraire VTT à assistance électrique qui part de Bourg-Saint-Maurice et qui monte jusqu'à Tignes. Et moi, je suis l'assistant maître d'ouvrage sur ce chantier. Et on va d'ailleurs pouvoir voir les entreprises en train de travailler et on verra déjà une partie du sentier déjà fini et tu verras ce qu'on envisage. Là, on n'y est pas encore, mais tout le long de la semaine, on va rouler sur des portions de ce fameux circuit électrique qui peut se faire évidemment aussi en ondes électriques. Oui, tout à fait. Bon, bah très bien. Et bah écoute, montre-moi tout ce que tu as comme sentier ici. Et prends ton vélo, on y va. Eh bah go.
Alors que nous arrivons à Sainte-Foy, nous rejoignons désormais Colin. C'est lui qui va nous guider jusqu'au somptueux village du Monal. Nickel. Bon, ça fait longtemps que tu nous attends? Non, ça va, Non, on est à l'heure? écoute, parfait, et puis le décor est plutôt sympa pour attendre. Ouais, on est bien ici. Alors, dis-moi où on est alors justement. Là, on est au village de la Combe, Ouais. et on va aller traverser le petit canyon pour aller rejoindre le Monal en Le passant, fameux Monal. en passant D'accord. sous le rocher d'escalade. Alors du coup, moi je suis par évolution 2 moniteur de vélo sur Sainte-Foy. Ouais, Donc ça fait une petite dizaine d'années que je tourne dans le secteur, et on va dire 5-6 ans qu'on tourne vraiment en VAE. d'accord. Donc on arrive à faire découvrir par exemple le Monal depuis la station de Sainte-Foy, des gens qui font pas forcément beaucoup de vélo, donc Ouais, tu arrives à avoir tout le monde avec le sourire, avec une vue absolument incroyable. Ouais, on est vraiment à l'écart, mais il faut le préciser, c'est accessible quand même. On va passer des endroits plus techniques et il y a des endroits vraiment accessibles. D'accord, Et dans sa globalité, on arrive à amener les gens à faire le tour des alpages, c'est vraiment sympa. d'accord. Donc ça, tu le proposes à ta clientèle? On le propose à la clientèle, donc on arrive à faire des sorties en famille, encadrées, on va du niveau intermédiaire, débutant, expert. Ouais. On arrive à amener tout le monde sur les chemins, à faire découvrir nos fabuleux paysages. Situe-nous un peu où on est. Donc derrière, c'est le fameux Mont Pourri, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Quelle altitude? 3850 mètres, le Mont Pourri, avec ses différents glaciers qui descendent. Tu as le glacier de la Savine, le glacier de la Gure. Et derrière, tu as l'autre glacier de l'Inverno qui descend sur plutôt face des Brévières. Ouais, la vue est impressionnante, hein, sur les glaciers, sur les cascades, c'est somptueux. Et ici, on est à quelle altitude ici, au Monal? On est à globalement 1800 mètres ici à la Combe et le Monal est un petit peu au-dessus à 1850. Donc globalement, on va avoir un petit single là qui va attaquer, qui va être plutôt sympa jusqu'au petit village du Monal. Et on va rentrer par le Monal, par les petites laquettes, donc une zone humide qui est protégée, D'accord. qui est vraiment somptueuse. Bienvenue dans cette zone hors du temps. Ouais, c'est vrai, c'est ça, on est hors du temps. Il y a combien de maisons là? Il y a une quinzaine de maisons Qui sont habitées du coup? qui sont habitées uniquement l'été. Donc ce sont des estives. Ici, historiquement, c'était les alpagistes qui montaient les bêtes d'étage en étage et ça leur permettait ici d'avoir un étage intermédiaire. Ah ouais, ouais. C'est pour ok. ça aussi que tu as des petites chapelles, ça leur permettait du temps de leur estive de pouvoir se recueillir. Alors le fameux circuit électrique passe par ici. L'avantage, c'est que ce village a une accessibilité même pour les gens qui sont pas, qui débutent dans le vélo électrique. L'accès est très facile et j'avoue que quand tu arrives ici en vélo et que tu lèves les yeux et que tu regardes le paysage, je crois que c'est notre rêve à tous d'habiter là. Bah, Maxime, reparle-moi spécifiquement du circuit électrique alors. Voilà, alors le parcours de la Fario part de Bourg-Saint-Maurice, fait à peu près 40 km pour arriver jusqu'à Tignes-les-Boisses. Mais en gros, on a créé ce parcours pour une cible de clientèle famille déjà initiée au vélo, Ouais. parce que bon, il y a quand même ce dénivelé à faire. Bon, on va dire de difficultés techniques, comment tu le situes? Ça sera très grand public, on va dire niveau bleu, Ouais. initié. Ok. Ce ne sera pas tout à fait adapté aux débutants ou par section. Mais je dirais que partir de Bourg, monter à Tignes, ouais, niveau initié, prendre la journée, on peut très bien pique-niquer ici, recharger ses batteries peut-être à Sainte-Foy. Ouais, d'accord. En fait, cet itinéraire, il est fait pour donner la possibilité de circuler en VTT AE, en musculaire évidemment, ça Ouais, pourra parce se que faire rien aussi. n'interdit, rien non, n'empêche de mais le faire voilà. en 100% classique. Exactement. Mais l'idée, c'était de se dire, on zappe totalement la départementale. On Ouais, va la ouais. croiser 2 fois. Mais on ne voulait pas circuler sur cette route où il y a quand même de la fréquentation. C'est la route du col de l'Iseran, donc c'est une route très fréquentée. On est mieux là. On est mieux là. Bon, et Thibaut, faut que je te raconte. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que J'ai une anecdote. Tu te souviens de Brooke McDonald? Brooke McDonald, évidemment. Voilà. Et ben un jour, je suis venu ici. Ah, tu l'as amené ici, t'as Ouais. roulé avec lui, d'accord. Je lui ai fait boire du Genepi. 3 jours après, il gagnait sa seule et unique Coupe du Monde de descente Ah ouais, ça- à Val d'Isère. Grâce au Genève, voilà. Ah, c'est sûr. Bah, je sais ce que je vais boire ce soir pour être en forme demain. Les gars, je vous laisse ici.
Allez, tu rentres par là, toi, Colin? Ouais, je rentre par là, je rentre au village. Bon, c'est cool de t'avoir vu et d'avoir roulé avec toi. J'espère que vous revenez faire celui-là parce qu'il est vraiment canon. On aura peut-être le temps de le refaire. Et puis on l'a pas fini. Et on l'a pas fini en plus. Ok, bah merci bientôt. encore. Ciao. À bientôt, Colin. Ciao, ciao. Une nouvelle journée qui commence. Je continue ma progression en Haute-Tarentaise avec Maxime sur le parcours de la Fario. Là, nous approchons de Tignes. On est sur la section entre Tignes et Brévières, Ouais, Tignes est là. au pied du barrage. D'accord. Et là-bas, ce qu'on voit pas derrière les arbres, c'est le hameau de la Savine. Ce qui reste à faire là-bas, c'est le concassage et compactage des matériaux. D'accord. Ici, c'est terminé, il ne nous reste plus qu'à poser les panneaux de signalétique. Là, c'est fait. Bon, là, on voit que ce sera, comme tu le disais hier, très accessible. On pourra se croiser. Des familles pourront venir rouler ici. Mais en même temps, dans des décors fabuleux. C'est exceptionnel ce qu'on a autour de nous, là. Avec les cascades à proximité directe, les falaises. C'est somptueux comme décor. Bah écoute, je suis content que tu le perçoives comme ça, c'était le but. Ce sentier, tu serais venu il y a quelques semaines au début des travaux là, on avait du mal à marcher, il y avait que des pêcheurs qui pouvaient pas, et quelques promeneurs qui passaient par là, des broussailles de partout. Et en fait, on a retrouvé l'assise du chemin tel qu'il existait il y a plusieurs dizaines d'années. Quand les anciens, j'imagine, l'utilisaient pour, Exactement. pour transporter leur... C'est ce qu'on a vu un peu plus bas, c'est que toutes ces prairies, en fait, c'était des prairies de fauche pour l'herbe fourragère pour les troupeaux. Donc les paysans venaient avec les charrettes, tiraient avec une mule, et donc c'était large. C'est, je dirais, le manque d'entretien et puis la baisse du pastoralisme qui a fait que c'est rétréci, évidemment. le chemin s'est refermé. Et nous, on a fait juste revenir comme c'était avant, et avec des techniques modernes pour broyer les matériaux, c'est-à-dire que des cailloux qui font la taille d'un ballon de rugby, on les réduit en petits morceaux pour ensuite pouvoir les compacter et avoir une bande de roulement lisse et durable. En fait, il y a 10 ans, on aurait eu un impact environnemental avec ces travaux vachement plus élevé. Parce qu'est-ce qu'on aurait fait pour avoir une bande de roulement aussi lisse que ça? On aurait acheminé des camions chargés de matériaux fins provenant de carrières qui sont plus bas dans la vallée. On aurait fait des gros tas de matériaux qu'on aurait ensuite transportés ici sur le chemin avec des grosses brouettes à moteur. Donc t'imagines le nombre d'allers-retours au gasoil et tout ça, plus ensuite venir compacter les matériaux, et en plus on n'aurait pas eu cette finition paysagère qui fait que là, on a juste broyé les cailloux qui sont en place. Parle-moi aussi de Bike Solutions, ta boîte qui est plus que réputée. On vous doit énormément de pump track partout en France, des bike parks. On vous doit même la piste des JO d'ailleurs, notamment. Oui aussi. Clin d'œil à Johan qui en a bien bavé. Il a perdu les cheveux sur ce projet qui était vraiment... Ça a été bien réalisé au final. Oui, merci, mais ouais, c'était du gros boulot. Donc pour nous, c'était un super challenge, et puis on est content que la course soit bien déroulée, et puis que la suite maintenant, avec le développement des parcours autour sur la colline d'Élancourt, ça c'est une certaine fierté dans l'entreprise, c'est sûr. Ouais. Et puis oui, les pump tracks, les bike parks, les parcours e-bike. Moi, tu le diras pas, alors je vais le dire, vous êtes quand même une vraie référence en la matière. Vous êtes combien à bosser sous ces chantiers? 13 à l'année, et en pleine saison d'été là, qui commence là au printemps puis qui va se terminer à l'automne, on est plus de 30. Et c'est une boîte qui existe depuis quand? 2007. En tout cas, on essaye d'apporter quelque chose de nouveau et quelque chose qui manquait, et de rendre le vélo encore plus accessible. Voilà, c'est vers ça qu'il faut aller, et ça, on en est convaincu. Ok, on continue. En arrivant aux Brévières, sous le barrage de Tignes, je rejoins Capucine. Elle va me parler de l'impressionnante histoire du village originel. Bonjour Capucine. Bonjour. Merci de m'avoir rejoint pour vous parler de Tignes et du barrage. Il y a une exposition ici, puisque vous avez énormément d'histoires relatives à Tignes à mettre en avant. Tignes, en effet, a une grande histoire, et mon rôle est de mettre en avant cette histoire, et nous sommes fiers de le faire en mémoire de nos anciens, de nos ancêtres. Donc ce barrage, en effet, après la guerre mondiale, les autorités se sont rendues compte qu'on manquait d'énergie électrique. Ouais, bien sûr. Voilà, donc il a fallu chercher un lieu, un endroit. Évidemment, cette magnifique vallée qui était à 1650, leur a tapé à l'œil. Ouais. Donc les tignards se sont battus, ont tout fait, mais à l'époque, c'était le pot de terre contre le pot de fer. Hein. Ouais, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire, donc petit à petit, le barrage s'est construit. Les tignards ont résisté jusqu'au bout, jusqu'en 51-52, où les autorités sont arrivées avec les CRS, ont sorti de force les tignards. On fait sauter les maisons derrière. Ça a été une tragédie pour nos anciens. Certains de nos anciens en sont décédés, ne s'en sont jamais remis.
Ouais, et puis donc il faut bien le préciser, en fait, le village originel est donc sous les eaux là actuellement. Alors le village, donc il n'y a plus rien, hein. Vous avez uniquement totalement des immergé. traces d'emplacement. Donc, et vous avez, on voit encore donc une route, un pont qui a plus de 100 ans et cette route allait à Val d'Isère. Parce D'accord. qu'à l'époque, pour aller à Val d'Isère, on passait par Tignes et d'ailleurs Val d'Isère s'appelait le Val de Tignes. Ah ouais, ok, Voilà. entendu. Donc c'est combien de personnes qui habitaient à l'époque là-bas, qui ont dû Alors, à l'époque, déménager? vous aviez entre 400 et 500 personnes. Donc, beaucoup se sont retrouvés dans le Midi, à Paris, un peu partout. Et certains ont cru à la station, malgré qu'ils avaient pas d'encouragement des médecins qui leur disaient « Vous êtes complètement fous, vous vivrez jamais à 2100 mètres d'altitude ». Bon, histoire effectivement à un moment assez douloureuse finalement, puisque ça s'est fait dans la douleur, je comprends ça. Aujourd'hui, le barrage est bien accepté par tout le monde? Ah bah, accepter, non, nos anciens, vous leur en parlez toujours pas. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, moi je sais que mon papa, au plus il vieillissait, au plus il en Vous pleurait. voulez pas hein. en entendre parler? Il voulait pas en entendre parler. Après, c'est vrai qu'au niveau, voilà, on avait besoin d'énergie. Et voilà, c'était un bien pour la France, mais pourquoi Tignes? Pourquoi le barrage de Tignes? Pourquoi pas ailleurs? Après, c'est vrai que pour les personnes qui s'intéressent à l'énergie, etc., apparemment, c'est un beau projet. Ah oui, mais ça, ouais, c'est bien sûr. indépassable. Bah Capchine, merci beaucoup. Eh ben, Nous, on va remonter justement, on va aller à Tignes, on va D'accord. rejoindre Milan Falquet pour aller sur le bike park. On D'accord. va découvrir tout ça. Eh bien, écoutez, bienvenue à Tignes, et puis très fier de vous faire connaître l'histoire de notre... Bah, je vois ça, mais c'est un plaisir de notre vous Tignes. écouter. Retour à l'action. Milan est descendeur professionnel et c'est lui qui va me faire découvrir le bike park de Tignes. Milan, merci de te rendre disponible. Avec plaisir, ça me fait vraiment plaisir d'être de venir rouler avec toi. Tu vas me faire découvrir le bike park, en particulier 2 pistes, hein, c'est ça? Est-ce que tu peux m'en parler? C'est des nouvelles pistes? Et ouais, c'est ça exactement. Depuis l'année dernière, ils se sont mis un objectif de faire 2 nouvelles pistes du Ouais. côté de Fraisse. Et donc il y a une piste bleue, une piste rouge assez facile pour eux et assez facile Assez pour tout le populaire, monde. du coup, quand même, Ouais, ouais. exactement. C'est assez atteignable pour tout le monde et il y a une piste avec des petits sauts et la piste rouge avec un peu plus de sauts. Elles ont des jolis noms d'ailleurs. La Fraisse Tagada, La Fraisse C'est Tagada et la Tarentaise la Airline. Tarentaise Airline. Ouh, ça promet, ça va être rien. Ouais. Ça m'arrange pas ça. Bon, du coup, ouais, il y a combien d'autres pistes? Parce qu'évidemment, là, on va se focaliser sur les 2 nouvelles pistes, mais c'est un grand bike park qui a des remontées un peu partout. Donc il y a un peu de l'autre côté, entre Val d'Isère et Tignes, il y a une remontée qui tourne. Du côté de l'Aiguille Percée, une autre remontée qui tourne. Au-dessus du lac, donc c'est Tauvière. Celle-ci, c'est donc la Fraisse. Ouais. Et le télésiège de Tuff, je D'accord. crois. Donc les pistes là qu'on va faire, elles passent sur ce versant. Elle passe sur ce versant, passe là-haut. juste sur le Ouais, d'accord. plateau, juste au-dessus. Donc c'est ma première année en Coupe du Monde élite. Les 2 années précédentes, j'étais encore en junior. Junior, évidemment. Ouais. Donc en élite, c'est assez compliqué. Le niveau est bien plus haut forcément. Et Est-ce qu'il y a une vraie rupture? Il y a une vraie différence, il y a un gouffre de. Ouais, vraiment. Tu le sens vraiment? C'est même pas forcément au niveau du niveau, mais au niveau de toute l'atmosphère, de la pression, de tout ça, c'est Ouais, vraiment d'accord. quelque chose en plus. Et donc c'est assez dur de s'y faire, mais une fois qu'on s'y fait, on essaye de pousser et d'aller encore plus vite tous les week-ends. Et oui, j'ai fait 17e à la Tuile il y a 2 semaines, donc c'était vraiment content de ça et j'espère pousser encore plus les prochaines semaines. Donc là, du coup, entre 2 manches de Coupe du Monde, tu viens régulièrement ici t'entraîner sur Tignes alors? Et ben là, c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion d'y monter depuis le début de la saison. Ah ouais. Et là, on a une petite pause pendant 3 semaines, Ouais, donc c'est on a l'occasion de venir une petite semaine pour s'entraîner, récupérer, être un peu en altitude, il fait plus frais et puis on peut faire. Il y a plein d'activités, Ouais. donc on peut s'entraîner avec les amis, donc c'est sûr que c'est assez agréable d'être ici. Bon, tu roules aussi en enduro, je vois que tu as bien ton enduro d'ailleurs, Ouais. pas avec ton DH, ça m'arrange bien, ça me rassure d'ailleurs. Tu m'as dit la pression. Bon, ça concerne tout, ça concerne l'engagement, physiquement, il faut bosser Ouais. plus. Enfin, c'est quoi le... Et ben en junior, on est un peu fou, on est un peu jeune, on a un peu la fougue, donc on se préoccupe pas de grand chose, on essaye juste de rouler, d'aller Ouais, le plus vite d'accord. possible. Là en élite, on essaye un peu plus de tout calculer D'être dans le calcul, ouais, c'est ça. pour performer, et c'est dans ces moments-là que du coup plus de pression rentre en compte. Maintenant ça devient notre métier, donc les sponsors, bien sûr. les marques sont plus durs avec nous, on va dire, mais c'est ce qui est normal. Et donc c'est pour ça que ça met une pression en plus, mais ça nous pousse aussi pour aller encore plus vite, Ouais, c'est naturel. et voilà. Bah écoute, on va bientôt arriver, tu vas me faire découvrir tes pistes. Ouais. Sois gentil avec moi, s'il te plaît. Moi, je suis Ouais. pas un descendeur. Aucun souci, on va y aller tranquille.
Bon Milan, il faut l'admettre, je suis en train de te brider là quand même. Je vais te laisser t'exprimer Avec et puis je plaisir. vais contempler tout ça. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off, go off, go off, so go off, go off, go off, go off. When you're running out of luck, need to get unstuck, so go off. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off, go off. So go off, go off, go off, go off. When you're running out of luck, need to get unstuck, so go off. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off, go off, go off. So go off, 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 so go off, go off, go Ah Milan, c'était génial. Par contre, tu m'as impressionné. T'as un sacré style, j'en ai pris plein la vue. Merci C'était beaucoup, top. c'est super gentil. Non, c'est moi qui te remercie pour ta patience sur les premières pistes, puisque tu m'as quand même pas mal attendu. Oh, ça va. Non, et puis pour la découverte, franchement, c'était génial. Eh ben, avec plaisir, moi aussi ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire découvrir le domaine et de pouvoir shooter quelques images ici. Bon, et puis je te souhaite tout le meilleur alors pour la suite de la saison et aussi pour la suite de ta carrière, parce que elle est encore devant toi en tout cas. Le meilleur reste à venir. C'est sûr, j'espère. Merci Bon, bah, en trop tout bien. cas. Bon, de toute façon, on va se recroiser bientôt. À Un grand bientôt. merci. Merci. À plus, Milan. On prend de l'altitude ce matin. Avant d'aller rouler à Val d'Isère, je retrouve Elisabeth au col de l'Iseran. Bonjour Elisabeth, Bonjour Thibaut. comment vas-tu? Ouais, bien. Merci d'être là. Pas de quoi. C'est magnifique. Et bienvenue à la première porte de Val d'Isère, Ouais. col de l'Iseran. Col de l'Iseran, ouais. Le plus haut col d'Europe, je crois. Le col routier, Le col routier. le plus haut d'Europe, il est situé sur la route des Grandes Alpes qui relie le lac Léman à la Méditerranée, à Menton. Certains le parcourent à bicyclette d'ailleurs, c'est assez courageux. Et, Y compris les pros du Tour de France parfois. oui, oui, c'est vrai. J'ai déjà monté à presque 3000 mètres. Combien précisément alors? 2770 mètres sur la stèle. Ouais, d'accord. Donc déjà, il faut cette adaptation à l'altitude et on souffre un peu plus. Ouais. Bien que ce col soit très roulant, on peut le remarquer, il est vert quand même, il est gris et vert. Le vert traduit quand même un renouvellement, l'élaboration d'une pelouse alpine. Ça reste malgré tout très minéral. Très minéral, on est sur ce qu'on appelle des marges glaciaires, avec des espèces pionnières au niveau végétal. Par rapport aux dégradations, en fait, il y a une mode qui est un véritable problème pour tous les milieux sensibles, qu'on soit sur l'estran, sur les bords de l'Atlantique ou dans les Alpes. C'est la mode du stone balancing ou du rock stacking, qui sont des piles de pierres. Ah ouais, d'accord. Bah, Voilà. c'est ce qu'on voit derrière alors du coup. Alors, première chose, si on veut essayer d'enrayer, c'est très compliqué avec les réseaux sociaux, il faut déjà casser le modèle. On y va. Ah, bah, tu me demandes d'en casser un, c'est On ça? va les casser, on les casse. C'est ce que tu fais régulièrement, alors il y en a vraiment Oui, tant que ça? oui. Donc par exemple, toi qui viens tout le temps ici, Voilà, celui-là il est on tout va les récent alors. casser, voilà, celui-là. Et pour éviter... Ah, laisse-moi ce plaisir s'il te Oui, plaît. bon, ben d'accord, allez, vas-y. Et les plantes ont cette apparence de petits coussinets. Ces coussinets vont essayer de maintenir les éléments très fins, les particules très fines, qui vont être emportées par le vent. Et les coussinets stabilisent et évitent l'arrachement. D'accord. Or, quand on crée un obstacle, le vent arrive et tournoie autour de cet obstacle, il balaye, il embarque ces petites particules, Ouais, ce qui d'accord. fait que le sol ne peut pas s'élaborer. Ah, entendu. Et les cairns, c'était une œuvre collective. Si on revient au contenu sémantique, c'est une œuvre collective. On m'a expliqué qu'à Val d'Isère, la commune payait jadis quelqu'un
pour entretenir les cairns sur les cols, de façon à marquer le chemin. Ouais, bien sûr. Hein, en montagne, on n'avait pas les applications et quand il y Évidemment. a un peu de mauvais temps, on perd la visibilité. Ces cairns étaient un repère. Beau repère, ouais. D'autre part, on pouvait se mettre un peu à l'abri du vent derrière Ouais, le cairn. surtout quand il est grand Hein. comme celui-ci. Bah oui, ils étaient assez conséquents sur le col de l'Iseran. Et en effet, avec un cairn aussi beau et aussi gros, il y a peu d'intérêt d'en mettre à droite à gauche des plus petits. D'abord, ce ne ouais. sont pas des cairns. Revenons au contenu sémantique. Pardon. C'est du stone balancing, c'est des piles de pierre et c'est une vraie catastrophe. Avec les réseaux sociaux, cette mode s'est répandue. Il faut se souvenir que dans la nature, il ne faut pas laisser de traces ou le moins de traces possible. Quand on est dans un milieu comme celui-ci, qu'on pourrait qualifier de marge glaciaire, même si les glaciers sont en train de fondre, il y a ce qu'on appelle, quand une colonisation s'opère par les plantes, il y a des espèces pionnières, Ouais. dont le si célèbre génépi. Ça s'en est? C'en est du génépi. Ah, tu me donnes soif. Alors, où ramassons le génépi? Alors déjà, tu vas froisser une feuille et tu sens tes doigts. Ça sent bon, ouais. Ici, au col de l'Iseran, il y a des arrêtés de biotopes. Donc, on ne ramasse pas. Ici, en tout cas, on Oui, ramasse rien, surtout. dans tous les cas. On, Ouais, ouais, on ouais. ramasse, on cueille avec les yeux ici. Et tu m'as dit qu'il y avait des Edelweiss aussi. Oui. Tu peux m'en montrer? Oui. On en a ici à proximité. Juste à côté, là, sur la pelouse. Ah, on Bah, voit tu ça. peux les toucher. Vas-y, toucher. Ça risque rien, c'est pas si Non, fragile. non, mais là, tu les touches, elles sont toutes douces. Ouais, c'est vrai que c'est tout doux. Pourquoi il y a des pierres là autour? là, pour le on coup. va les enlever parce que Ah, c'est pareil, justement, il faut pas. elles ont été mises pour mettre en valeur. Je pense que c'est un enfant qui a fait ça. Ah, d'accord. Pour mettre en valeur les 4 Edelweiss qu'on a là. Bon, ça non plus, faut pas faire. alors. Bah non, il y a déjà un peu de surtout, ça pelouse, sert il y à a rien. d'autres. Voilà, ça sert à rien. Bon, puis c'est aussi parce qu'il y a toutes ces plantes et cet écosystème fragile qu'on n'a pas le droit de rouler ici à VTT. C'est pour ça que je t'ai rencontré à pied et pas avec le vélo. Oui, et je te remercie, ça permet de donner quelques informations sur ces milieux fragiles et de savoir aussi pour les pratiquants et les VTTistes que dès qu'ils arrivent dans des secteurs où on a l'impression qu'il n'y a que de la pierre, il faut vraiment ouvrir l'œil. Ouais. Moi, je vais redescendre sur Val d'Isère pour Ouais. reprendre le vélo, justement. Et toi, je crois Ouais. que tu vas redescendre à pied, c'est ça? Oui, c'est ça, je vais en profiter pour voir un peu l'échelonnement des fleurs dans le vallon. D'accord. Bon, bah, fais-toi Voilà. plaisir. Encore un grand merci. Eh On se bien, dit à merci bientôt. et puis bonne découverte en VTT sur la Haute-Tarentaise. Ça marche. À Au bientôt. revoir, ciao. Salut tout le monde. Salut Salut Maxime, Anaïs. Salut Seb, comment tu vas? En forme, Bah, bienvenue. Très bien. Bon, nous, on va pas se mentir, on se connaît depuis très longtemps puisque On a passé, on va dire. t'as passé du temps dans l'industrie du vélo. C'est ça. Explique-moi par contre ce que tu fais maintenant à Val d'Isère. Eh bien, j'ai rejoint l'équipe de Val d'Isère Tourisme en janvier l'année dernière, comme coordinateur des activités outdoor. Et du coup, avec Maxime, on œuvre pour le développement du VTT sur la station. Ouais. Et après, à côté, toutes les activités aussi de plein air sur la station. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le vélo, Ouais. avec un petit peu toutes les facettes de notre domaine, parce qu'on a eu la chance d'avoir eu Max qui, avec la commune, a travaillé sur une globalité au niveau de la pratique. Ouais. C'est-à-dire qu'on va... J'aime bien parler de domaine VTT au niveau de Val d'Isère, parce qu'on va avoir ce qu'on va faire avec Valpesto juste après, quelque chose de très accessible, familial, comme du beaucoup plus engagé sur le bike Sur le bike park, évidemment, avec ouais. de l'ADH et des enduros. Valpesto, c'est un petit peu notre pépite en termes de découverte du VTT AE. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit chemin qui va nous promener dans tous les hameaux du village. Ouais. C'est une boucle qui fait à peu près 18 km et 300 mètres de positif. Ce qui est intéressant sur cette boucle-là, c'est que c'est un petit peu un trèfle. On part au Fornay, on va au Manchet, on repart sur la Daille et on revient sur le centre. Ouais, Ce qui je vois fait ça. que si ces 18 km sont difficiles et qu'on veut la scinder en 3 petites boucles, Tu peux en faire on qu'une peut le partie. faire. Ouais. Tu veux la scinder en 2 petites boucles, tu peux la faire. Chaque fois, tu reviens sur le cœur du village qui est ici. D'accord. Donc c'est vraiment une boucle très accessible qui mixe un petit peu tous les profils de terrain, de la piste un peu large, du petit monotrace, tu verras, assez sympa, mais qui reste assez large parce que c'est une boucle qui est aussi homologuée pour les FTT. Donc c'est vraiment une boucle très ouverte, très ludique et qui en plus est aménagée de petites bornes culturelles qui vont nous parler des points un petit peu stratégiques du village. C'est un beau pied à l'étrier pour donner envie de découvrir plus sur le village
sur le domaine vélo Ouais. et t'amener là-haut. Max, tu ouvres le bal? Ouais, je vous suis. L'avantage de Valpesto, c'est qu'elle passe sur le chemin des Châtes-Chapelle. Les fameuses Là, on chapelles. s'arrête sur la deuxième. On en a vu une dans le cœur du village tout à l'heure où on est passé à côté. Ouais. J'ai dit on s'arrêtera à celle d'après. Celle du Lézinan, elle est un petit peu... Moi, c'est mon petit côté coup de cœur. J'ai celle-ci et celle de la Daille. J'ai les clés des deux. On s'arrêtera. Ah, tu es le maître des clés alors. Exactement. C'est charmant. Là, on est sur les résurgences des Caumes, un petit site classé. Et comme tout au long de Valpesto, tu vois, on retrouve une borne qui explique un petit peu toutes les fleurs exactement qui sont sur le site et protégées, Ouais, d'accord. avec aussi la faune. Cette borne-là, elle est comme celle du Lézinan. Elle a été faite en collaboration avec l'ONF. D'accord. Donc c'est vraiment, toutes ces bornes ont été faites avec les services culturels de la commune, l'ONF, le parc national, certains anciens pour recueillir aussi certains récits. Des sources, des C'était, infos. c'est vraiment un travail collectif du village. La Fée Magique, une piste longue et délicieuse, spécialement aménagée pour l'électrique. Et c'est en l'empruntant que nous rejoignons le haut du bike park de Val d'Isère. Combien il y a de pistes alors, sur ce bike park? Tu sais pas. À Val Bonne d'Isère, question. 130 km de parcours dédiés au VTT. On va en parler comme ça. On a 5 pistes de descente, une quinzaine de parcours e-bike, Ouais. 3 parcours enduro. Et on a vraiment un domaine maintenant complet. On peut satisfaire n'importe quel niveau de pratiquant pour n'importe quelle discipline. Alors, il nous manque des enduros faciles, mais bon, l'enduro par définition c'est quand même technique. Mais voilà, on a la piste verte Popeye qui est juste devant nous, qui fait 15 km parce qu'il faut descendre les 900 mètres de dénivelé que nous permet de gravir l'Olympique. Donc évidemment, ça fait une piste longue avec 3 aires de repos pour qu'on puisse, tu les as vus tout à l'heure. Notre piste emblématique, Flowy Jumper, la première bleue qui a existé ici, que certains bike patrol là, ont créée avant que j'arrive. D'accord. Et puis depuis, on a fait une belle rouge, une superbe noire. Et puis voilà, ce réseau de parcours e-bike qu'on a emprunté à la montée. Et puis ouais, cette fée magique absolument sensationnelle. À monter là, un électrique, mais c'est grisant, c'est même Elle pas porte grisant. bien son nom. Ah mais franchement, c'est génial. Et puis c'est varié, au pire les décors sont somptueux. Ça arrive sur la fin où tu découvres... Ah, faut pas que je le dise, tiens non. Ça je vais pas le dire. Eh ben, Je laisse les gens découvrir. Et là, l'ambition, c'était de pouvoir accéder au sommet des pistes de descente par une montée que tu as vue qui est créée à 90% spécifiquement pour l'e-bike. Et cette piste Fée Magique croise à plein de reprises notre piste verte et bleue de descente. J'ai vu ça. Ce qui fait que tu peux court-circuiter si le mauvais temps arrive, si tu es avec des amis qui sont fatigués, si tu n'as plus de batterie, etc., etc. Tu fais ton truc à la carte. Là, vous me proposez quoi pour redescendre? Alors, on prend quoi? Quelle Flowy piste? Jumper, La fameuse bleue alors du coup. la fameuse bleue, fameuse grand bleue. public qui plaît à tout le monde, du saut, Ouais. tu peux contourner ces sauts, il n'y a rien d'extrême, tout est signalé, tout est averti avant chaque saut, Ouais. tu auras un panneau bien avant pour te préparer. Et je pense qu'en bas, enfin on verra la réaction que tu auras, mais on va avoir le sourire, j'espère. Bon, ça, on est tout propre. Voilà, tout propre, tout beau.
J'espère que cette journée t'a donné envie de revenir, t'as Ouais, vu? c'était On a- génial. On a tout à Val d'Isère. J'espère que ça vous a donné à vous envie de venir. Mais ça, c'est Exactement. De toute incontestable. façon, on vous attend là tout l'été, de juillet à août, avec le bike park et aussi toute l'intersaison de juin jusqu'aux premières neiges, comme Max nous a dit tout à l'heure, pour rouler sur notre domaine e-bike. La preuve, hein, il y a tout à Val d'Isère. Hein. On a eu du soleil en début, on a le crachin breton en fin de journée. Mais c'est bien, ça rafraîchit. On n'a pas chaud, il y a de la canicule partout, pas ici. On est bien. Beau propre. Tu sais ce qu'on a gagné là? Une bière, c'est ça? Une petite Bah, bière. J'espère bien. Attends, Pas c'est quand même grave. la moindre des choses. Et juste une, et pas n'importe lesquelles, de Val d'Isère. Ah, Brassé en plus, vous faites de la bière. dans à le Val hameau d'Isère. du Fornay où on est passé ce matin. Eh ben d'accord. Le message est placé, c'est bien. Bon Maxime, Bien. nous on se retrouve demain, hein, comme d'habitude. Donc je te dis à très vite. Et puis Seb, je te dis à bientôt. Ça marche. Merci pour tout. À C'est bon, plus. Thibaut. Ciao, À ciao. plus. Dernière journée en Haute-Tarentaise. Depuis le col du Petit Saint-Bernard, je remonte maintenant vers la station de la Rosière. C'est David, Bike Patrol, qui m'attend sur ses pistes. Salut David. Salut Thibaut, Comment tu vas? ça va bien et toi? Bah ça va très bien. Ouais, en forme? On est bien ici. Belle vue. Parfait. Encore une fois. Ouais, carrément. On est sur le haut de la Rosière, du coup. Exactement. Bah, on domine une partie du bike park, c'est ça? Ouais, voilà, là t'as la piste bleue qui passe un petit peu en dessous là-bas. on Ouais. l'a vu. Moi je suis bike patrol donc sur le bike park de la Rosière. On a 3 pistes de DH. Ouais. En fait, moi mon boulot en gros c'est d'entretenir les pistes de vélo, de création de modules aussi, donc des modules en bois, ça peut être des modules en terre. pour J'en ai vu sur les quelques-uns en plus montant, joueurs. ouais, ça donne tout à envie. fait. Bah ouais, carrément. Et puis bah là on se trouve sur une piste électrique. Donc on a 4 pistes électriques aussi. D'accord. Donc, tout niveau, de la verte à la noire. Et là aujourd'hui, bah, celle-ci permet de rejoindre le fort de la Redoute par exemple. Et après, bah écoute, on a quelques pistes enduro aussi. Il y en a une qui part un petit peu à côté de la piste de DH et on en a aussi qui descendent sur la commune de C. dans Ah la d'ici forêt. on peut descendre des pistes Ouais. jusqu'à C, ouais, donc ça va loin Exactement. effectivement. Ouais, Ouais, on a ouais. une belle offre. Ah c'est génial. En haut des pistes, nous approchons d'un lieu chargé d'histoire. Gisèle nous attend pour nous parler de ce fort de la Redoute ruinée. Bon, merci Gisèle de nous accueillir ici au milieu du fort de la Redoute ruinée. C'est un fort qui a une histoire assez riche. Hein. Eh bien, en fait, 1860 est une date historique pour la Savoie, parce que la Savoie est rattachée à la France. Auparavant, la Savoie et la vallée d'Aoste étaient réunies dans la maison de Savoie, et en fait, il n'y avait pas de frontière nécessaire, il n'y avait pas de frontière à défendre au col du Petit Saint-Bernard. Depuis cette date, c'est une frontière nationale, donc il faut militariser, il faut défendre. Et à partir de là, donc on a le général Serré de Rivière qui va mettre en place un dispositif de défense de toute la Haute-Tarentaise, donc avec le fort de Truc, le fort de La Platte, le fort de Mille, et le couronnement, c'est le fort de la Redoute ruinée. Ouais. On est quand même ici à 2400 mètres d'altitude. Donc on plonge sur toute la vallée de la Haute-Tarentaise, on plonge sur la vallée qui descend vers C et Sainte-Foy, et surtout, on a la maîtrise de tout ce qui se passe au niveau du col du Petit Saint-Bernard, Côté Italie. qui est situé juste en contrebas, donc à 2200 mètres. Il y a combien de soldats qui pouvaient vivre dans ce fort? Il y en avait une trentaine. Alors, il y avait de toute façon toujours un officier, un sous-officier. Il fallait ceux qui étaient plutôt réservés à l'intendance, parce qu'il Ouais. fallait donc des cuisiniers, ils faisaient le pain sur place. Il y avait donc 2 chambrés et il y avait quand même toujours un médecin ou un secouriste, hein, parce que le gros problème, c'était quand même quand quelqu'un était malade à cette altitude, et puis ou après pendant la guerre, quand il y avait les blessés. Eh oui, bien sûr. Ouais. Du coup, il y a eu des combats très intenses ici alors. Oui, alors les combats, ils vont démarrer en juin 40. Ouais. En fait, c'est en juin 40 que l'Italie déclare la guerre à la France. Donc ici, on va avoir une compagnie. Et d'ailleurs, donc ils ont réalisé qu'il allait y avoir attaque imminente quand ils ont vu qu'à l'hospice du Petit Saint-Bernard, les Juste en bas, moines voilà. déménageaient, emportaient Ah oui. des effets Ah ouais. et les chiens déménageaient aussi. Alors là, ceux qui étaient sur place, ils se sont dit, bon, là quand même, il y a peut-être un risque, il va se passer quelque chose. Effectivement, la nuit suivante, des bombardements et tout de suite, énormément d'hommes qui se présentent pratiquement sur toutes les crêtes environnantes, hein, jusqu'au Chapieux, jusqu'au col du Mont. Et donc, bien évidemment, ici, on s'est préparé, on a essayé, ils se sont bien défendus. On va voir d'ailleurs la porte qui permettait de bien se protéger de cette attaque italienne. Ouais.
Et les combats vont durer un certain temps. Dans la population, eh bien, il y a quand même un peu l'angoisse. On demande à toute la population de partir, d'évacuer, hein, on dit carrément évacuer. Ces Italiens, ils étaient tellement nombreux et il y a tellement de crêtes franchissables finalement que pratiquement tous les Italiens ont pu gagner le fond de la vallée. Sauf ici au fort de la Redoute où la compagnie s'est bien défendue. On va dire que l'architecture militaire aussi a été prépondérante. Hein. Et donc à un moment donné, ils n'avaient même plus de liaison. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ah, ouais. Parce que plus rien ne bougeait. Et mon beau-père qui était là sur place disait qu'ils ont eu vraiment très peur qu'on fasse, vous savez, un siège pour les affamer en fait, en disant ils vont Comme bien au Moyen-Âge, quoi. Ils vont bien se rendre. Donc ils avaient très peur de cela. Et puis finalement, donc le 2 juillet, ils ont quand même eu des nouvelles. On leur a dit que les combats étaient terminés et que du coup ils allaient pouvoir sortir. Ah ouais. Donc ce fort n'a jamais été pris, alors par la force en tout il cas. n'a pas été pris par la force en juin 40. Ouais, d'accord, ils ont bien résisté. Ils ont bien résisté, donc ils sortent avec les honneurs de la guerre, ils vont déplier leur drapeau français, ils vont le replier, ils partent avec tout leur barda. Et ensuite, eh bien, évidemment, ce sont les troupes italiennes qui vont investir ce fort, puisqu'ils vont occuper toute la région jusqu'à C'est compris. Merci Gisèle pour la visite, c'était passionnant. Merci Thibaut, merci David, et bonne journée. Eh ben nous on continue. Allez, je te suis David. C'est parti. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Alors que nous flirtons avec la frontière italienne, nous plongeons jusqu'à l'hospice du Petit Saint-Bernard, un lieu hors du temps où nous attendent Maxime et Anaïs avec qui nous avons bâti ce beau projet. Du coup Thibaut alors, passer une bonne semaine sur notre territoire? C'est pas tout à fait terminé puisqu'il y a Maxime qui va m'emmener rouler du côté de... C'est toi? De Villaroger et de la Tuile. Ouais. On va finir cet après-midi. Ouais non, ça s'est super bien passé, c'est excellent. Semaine riche, mais c'était superbe. Et très varié d'ailleurs. Ce qui est génial, c'est que dans une vallée comme ça, on peut trouver énormément de terrains différents, de manières de rouler, entre le circuit électrique, le bike park, les pistes enduro, et puis les parcours un peu plus familiaux. Bah ouais, t'as fait tout le territoire pratiquement, tu vois, il y a une commune où on n'est pas... Ouais, c'est ça. Oui, t'as pas tout fait le territoire, mais on a pratiquement traversé toutes les communes du territoire, donc en Haute-Tarentaise vanoise, et puis aussi le patrimoine. Tout ce qui peut être proposé, que tu peux découvrir en vélo sur le territoire, quoi. La vallée est riche en matière de sentiers, mais aussi en matière d'histoire, de patrimoine et de terroir. Ça, c'est incontestable. Merci de m'avoir accueilli en tout cas. Merci beaucoup Thibaut. Bon appétit. Merci, bon appétit. Yes, très bien. Parfait. Bon. Ouais Maxime, merci beaucoup. Merci Thibaut, c'était cool. C'est sympa de rouler avec toi toute la semaine. Moi aussi, plaisir partagé. C'était top. Et un grand bravo pour tous les parcours, pour le boulot que vous faites, notamment sur ce nouveau tracé électrique. Ouais. Et puis au bike park aussi, tout ce que tu fais avec tes gars, c'est vraiment top. De toute façon, je te dis à bientôt, parce qu'on se voit de toute façon très vite dans le cadre du festival. Ouais. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, à plus. Alors à plus. Ciao Maxime. Ciao. Ciao. Voilà, c'est ici, sur les hauteurs de la Rosière, que s'achève notre échappée en Haute-Tarentaise. Un grand merci de m'avoir suivi sur toute cette semaine. C'est maintenant à vous de venir vivre tout ce que j'ai vécu ici. Je remercie la communauté de communes de Haute-Tarentaise, ainsi que les offices de tourisme de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, de Tignes, de Val d'Isère, de Sainte-Foy et de la Rosière. Et puis un grand merci évidemment à Luc Astanus, Yann Danick pour la production, ainsi qu'à Nicolas Joly pour les photos. Quant à moi, je vous dis à très vite sur une autre échappée, sur un autre territoire. À bientôt, ciao ciao!